confiance, longtemps mise en arrière-plan, les femmes essayent de se faire une place sous nos tropiques. Voilà, bienvenue dans votre émission, Nous les femmes. Et pour passer un merveilleux moment ensemble, voici pour vous le sommaire. Vous allez suivre tout à l'heure le portrait de la directrice de Biocadi. Ensuite, en santé, pourquoi faire la consultation prénatale? Style de vie où nous allons parler des faux ongles. Et pour terminer, entre nous, est-il bien d'être infidèle? À tout de suite. Et nous voici sur le plateau de votre émission Nous les femmes. Je commence par Madame Ngekadjita Désiré. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour. Vous êtes la directrice de l'entreprise Biocadi. Oui. Vous faites quoi, Biocadi? Biocadi est une entreprise de transformation des produits du terroir. Oui. Nous transformons les produits qu'on trouve après les récoltes. D'accord. Ouais. Et beaucoup plus, on est dans la cosmétique artisanale aussi. D'accord. Nous transformons le beurre de karité en savon et en crème corporelle, tout comme pour les pommades pour les cheveux. D'accord. On va revenir tout à l'heure à vous. On avance juste à votre droite où nous avons Madame Kimala Albertine. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Oui, bonjour. Ça va? Oui. Bonjour. Bonjour tous les téléspectateurs. Merci d'être venu sur ce plateau. Ensuite, à ma gauche, nous avons une sage-femme avec qui on va discuter tantôt de la consultation prénatale. Bonjour, Madame Koutou Kaling Perside. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Ça va? Vous vous sentez bien? Oui, ça va. Je prends tout le temps la température des femmes parce qu'on ne sait jamais. Hein. Oui. Ensuite, il y a un monsieur qui nous accompagne sur le plateau. Il s'appelle Tony Manga. Vous êtes esthéticienne. Oui, et avec vous, on parlait là des faux ongles. Bonjour, merci. Vous en mettez parfois? Si. Pour vous? Oui. Ok, à tout à l'heure alors. Nous allons permettre aux téléspectateurs de suivre le reportage de Madame Désiré Ngekadjita qui va passer, un reportage dressé, ou plutôt un portrait dressé par Deong Roland. Au Tchad, comme partout ailleurs, les femmes sont debout et à l'ouvrage pour leur autonomisation. Présentes dans tous les secteurs, les Tchadiennes sont de plus en plus entreprenantes. Chacune dans son métier aspire à un épanouissement radieux. Ngekadjita Désiré, connue sous le nom de Biocadi, a choisi la transformation des produits locaux pour y exceller. Avant, je travaillais comme un agent de développement. Et j'ai abandonné le travail parce que j'avais l'intention de développer tout ce qu'il y a comme produit naturel. Et puis, c'est ma passion de transformer les produits de récolte après post-récolte. Parce que je voyais beaucoup les produits périssaient, les mangues par exemple pendant la période. On ne transforme pas les mangues, les tomates, toutes ces choses qu'on pourrait transformer et les conditionner et les réutiliser après. Donc l'idée m'est venue de commencer par travailler un peu et j'avais aussi une maman qui était aussi une transformatrice, mais elle le fait d'une manière très artisanale parce qu'elle faisait la transformation de karité en beurre noir et elle faisait aussi du néré qu'elle commercialise pour nous élever. Donc, j'ai pris très tôt cette habitude de transformer les produits, la débasage. Et je peux dire que c'est un travail qui me tient à cœur et, si possible, amener aussi mes sœurs à faire aussi autant. La transformation des produits locaux est toute une chaîne de production. Pour y arriver, Biocadi travaille avec un groupe de personnes bien organisées. Les femmes veuves se sont rapprochées de moi, elles ne savent qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un peu de revenus. Et il y a deux qui sont des femmes démunies aussi, qui abandonnées par leur mari, qui n'ont pas de soutien. Donc, en leur montrant le petit métier, ça leur aide à avoir un peu de revenus pour se prendre en charge. Et parmi ces femmes-là, il y a les petits revenus qu'elles ont eus
elles ont pu supporter la scolarité de leurs enfants. Il y a une qui a même instruit son enfant au collège Saint-Étienne avec le revenu qu'elle a pu gagner. Et il y a une aussi qui a pu acheter un terrain. Donc ça, c'est déjà des choses encourageantes. Et nous sommes en train de chercher aussi la relève, les jeunes. Mais il y a un problème, les jeunes, ils veulent gagner maintenant. Ils ne sont pas patients. Or, en matière de transformation, il faut faire des projections dans l'avenir, ça paye. Je suis parmi les femmes productrices de la farine. Il y a de cela 2 ans que nous sommes ici, en train de faire la farine production. Donc, avec la farine, on peut prendre un peu, pas beaucoup, mais la charge de nous, comme des savons et puis certains trucs, même les scolarités de nos enfants. Ça nous aide aussi à avoir quelque chose pour goûter aussi. Donc, par rapport à ça, ce qui est beaucoup là, Dieu ne nous a pas donné encore, mais ça ira. Ça va venir, on a l'espoir qu'on va avancer dans les jours prochains. Ça nous permet de payer les savons, nos crèmes, de prendre en charge pour nos enfants aussi. Comme toute petite entreprise qui se cherche, Sendungi Kadita fait face à quelques difficultés qui entravent son bon fonctionnement. Je passe tout mon temps à courir pour les emballages, pour améliorer les produits. Et il y a aussi le problème de certification, parce que nous voulons vendre nos produits à l'extérieur. Mais il faut une institution qui pourra nous accompagner jusqu'à la certification. Et une autre difficulté, c'est aussi la formation. Nous voulons renforcer les capacités du personnel, parce que ce que moi je le donne comme formation, ce n'est pas suffisant. D'autres difficultés, c'est au niveau de certaines matières premières, parce que pendant la saison de pluie, on n'a pas un fonds de roulement. On ne peut pas acheter pendant la récolte beaucoup ce que les femmes ont produit. Nous les avons demandé de produire, mais on n'est pas capable d'acheter pour stocker. Donc on prend une partie et ça crée un peu de frustration au niveau des femmes. Donc et on n'a pas aussi un local. Ici nous sommes en location et le loyer ça coûte. Mais comme c'est un produit c'est une activité qui me passionne personnellement, je suis obligée de soutenir le coût. Malgré ces obstacles, Biokadi fait son petit bonhomme de chemin avec les moyens de bord. Je peux dire que c'est les clients qui font beaucoup plus notre publicité. Parce que c'est eux une personne qui a acheté le produit, quand il est satisfait, il envoie une autre personne. Et avant, ça se vend difficilement parce que le Tchadien aime ce qui vient de l'extérieur. Mais maintenant, ça va. Quand le salaire passe, on vend normalement et ça nous permet de supporter certaines charges. Le message que je vais adresser, c'est à tous mes frères et à tous mes soeurs tchadiennes de consommer bio. Donc je demande à toute la population tchadienne d'utiliser les produits naturels, pas seulement pour Biokadi, mais pour d'autres sœurs aussi qui font dans le même sens que nous. Il faut qu'on nous encourage. Au lieu de laisser nos produits et puis aller acheter ce qui vient d'ailleurs, c'est une perte pour l'économie tchadienne. Oui, c'est un cri de cœur. Ces genres de femmes méritent d'être encouragées. Waouh, bravo. Bravo. Merci. Il y a quelqu'un qui apprécie? C'est très cool. Moi, je me suis intéressé, maman. Merci beaucoup. Si je n'avais pas une autre activité, j'allais me brancher. Ok. Il y a un candidat, parce qu'elle parlait tantôt de la relève, qui est une difficulté. Oui, parce que les jeunes veulent gagner dans l'immédiat. Ouais. Mais certains commencent déjà à travers la formation qu'on donne par le biais de Essor. Elles commencent déjà par s'intéresser par des petits métiers. J'ai aimé un mot que vous avez utilisé tantôt, la passion.
Ouais. On dit que rien de grand ne s'est réalisé dans le monde sans passion. Donc c'est important déjà quand vous avez la passion de faire quelque chose. Ça veut dire que vous l'avez, c'est un don, quelque chose, un talent que vous avez en vous naturellement. Oui, je peux dire que la transformation que moi je fais, c'est beaucoup plus un don. Oui. Parce qu'au départ, je n'étais pas formée dans le domaine de la transformation. Je suis un agent de développement, mais par réflexe, je fais beaucoup de choses. Oui. Et à chaque fois, il faut essayer, si ça marche, il faut attendre, il faut donner à quelques personnes et attendre le retour. Et si c'est bon, il faut commercialiser. Et c'est comme ça que nous évoluons. D'accord. En général, vos clients sont plus constitués de Tchadiens ou plus des étrangers? Non, avant c'était beaucoup plus les expatriés, mais maintenant c'est beaucoup plus les Tchadiens parce que après Corona c'est un peu difficile. Oui. Qu'on reçoit beaucoup des expatriés, donc c'est beaucoup plus les Tchadiens qui sont nos clients maintenant. C'est déjà bien qu'ils commencent déjà à s'y intéresser. Ouais. Madame Kimala, vous avez suivi le reportage? Ça vous parle un peu? C'est très intéressant. Oui. Moi, j'aime les produits naturels puisque j'utilise sur mon corps le beurre de qualité. C'est le beurre de qualité que vous j'utilise, oui. Pour le corps? Pour le corps. Ok. Oui. Vous avez déjà une potentielle cliente. Hein? Merci beaucoup. On vous attend à la boutique. Mais vivement alors. Et vous, notre sage-femme? Vraiment, je suis impressionnée. Impressionnée même parce que je n'ai jamais écouté qu'il y avait de telles transformations à une telle grande envergure. Ça, je ne savais pas. Mais moi aussi, j'utilise les crèmes qui sont transformées, mais de l'extérieur. Mais pas ici au Tchad. Mais je ne savais pas. Vous êtes où? Dans quel quartier? Ou bien vous êtes au marché? Ou bien c'est où? Bon, la boutique, c'est à l'entrée principale de l'hôpital La Renaissance. Et nous avons quelques ambulantes aussi. Les femmes qui viennent, elles prennent en gros pour aller revendre aussi. Donc elles vont dans plusieurs quartiers et dans certains marchés de la place aussi. Tony. Si je vois bien, moi-même, j'ai déjà utilisé. L'huile là, c'est avec ça que je compose mes crics pour faire sur les cheveux. Ah, d'accord. Le beurre de qualité là. Les cheveux que vous avez là? Si, si. Mais c'est quand même lourd, hein, Je mélange avec un peu de chébé, donc je mets sur mes cheveux, ça fait pousser quoi. D'accord. Et ça nourrit plus les cheveux. Donc, vous comptez faire pousser plus que ça encore alors? Si, oui. J'aimerais que ça tombe jusque là et puis c'est mon estime. On va arriver où là? C'est ce qui est intéressant sur ce plateau, parce qu'en style de vie, je dis toujours qu'on reçoit des personnes assez spéciales. Hein? C'est un peu des messieurs qui viennent un peu comme vous, des femmes là, avec un style complètement différent. Merci. Biocadi, c'est très beau tout ce qu'on voit là. On voit le nombre de produits que vous faites, c'est fabuleux. Mais les femmes que vous essayez d'encadrer, est-ce que vous pensez que demain, elles peuvent avoir la main quand même pour faire ce que vous êtes en train de faire? Oui, parce que là, on met vraiment l'accent sur le travail et le travail bien fait. Et beaucoup plus sur l'hygiène aussi. Parce que quand on s'engage dans la transformation agroalimentaire, la santé des gens est entre nos mains. Tout à fait. Donc on doit faire très très attention. Et ces femmes reçoivent tout le temps de la formation. Elles ont été déjà formées 2 fois par Sekokda. Et il y a aussi une organisation qui nous a aussi donné des formations. Il y a PAM aussi qui nous a donné la formation. Donc maintenant, c'est à leur tour de voir comment utiliser ça, même chez elles. Elles peuvent déjà commencer par faire un peu et revendre. Tout à fait. Et parce qu'on ne fait pas la production tout le temps. Elles ont un peu de temps libre, donc là, je commence déjà à les amener à produire elles-mêmes et vendre. Et si possible, se mettre aussi en coopérative. Tout à fait. Parce que vous avez déjà formé 500 personnes là? Oui, là, c'est en 2019. D'accord. C'est sous la demande de la Fondation Grand Cœur. J'ai eu à former 500 femmes et dans plusieurs domaines. Donc, on a eu à faire la transformation des fruits en jus. On a fait aussi des confitures. On a fait aussi le céréal en farine infantile parce que
il y a beaucoup de problèmes de malnutrition. Donc, on a eu à former ces femmes-là dans ce domaine. Et on essaye aussi de valoriser notre céréale pour utiliser dans la pâtisserie. Donc, comment faire le pain à base de manioc, par exemple, comment faire le pain à base de sorgho, parce que en milieu rural, c'est pas facile de trouver la farine de blé, et il faut former les femmes qui sont dans la production de manioc à produire une farine pâtissière, par exemple, pour que dans l'avenir, nous ayons tous les gâteaux, ou bien on arrive à produire les gâteaux, on arrive à faire le pain à base de manioc. Ça, c'est l'une de mes objectifs. Est-ce qu'on s'y retrouve à travers le goût? J'ai jamais mangé le gâteau à base, je ne sais pas moi, de sorgho ou de mil. Il y a le gâteau à base de riz, de manioc. On utilise tout ce qu'on produit de l'agriculture tchadienne. Il faut qu'on valorise nos produits. C'est important. Oui, donc il faut former pour que le cercle s'agrandisse. D'accord. Oui. Vous consommez souvent tout ce qui est naturel comme aliment? Je peux dire mon poids ne me permet pas de manger quoi que ce soit. Vous voyez. Donc, je mange toujours les naturels. Vous voyez. Comme je viens de vous dire là, moi j'utilise toujours le crème de beurre de karité pour mon organisme. Je n'ai jamais utilisé le crème artificiel. D'accord. Non. Et voilà, nous allons passer à la seconde rubrique santé. Pourquoi faire la consultation prénatale? Suivez ce reportage et on se retrouve tout de suite. La santé de reproduction, on n'en parlera jamais assez. Le gouvernement ainsi que plusieurs organisations non gouvernementales en font leur cheval de bataille. C'est d'ailleurs dans ce combat que le slogan « Aucune femme ne doit mourir en dos dans la vie » trouve tout son sens. La consultation prénatale se présente alors comme l'une des solutions idoines à ce problème. La consultation prénatale, c'est une consultation préventive. La grossesse, c'est un événement heureux que toute la famille s'attend à un dénouement heureux. Ça doit aboutir à un accouchement dans de bonnes conditions. Mais malheureusement, il y a beaucoup de grossesses qui sont émaillées par des complications qui peuvent même amener à la mort, au décès maternel. C'est pour cette raison que la consultation prénatale fait partie des stratégies pour lutter contre toutes ces morbidités, ces mortalités. Donc c'est une consultation préventive. Nous sommes allés à la rencontre de quelques femmes qui nous donnent leur impression. Pour mon bien et pour la santé du bébé, pour que le bébé ne vienne pas étant malade ou avec des complications. Oui, c'est très important pour les femmes enceintes. Est-ce que la personne est infectée du sida ou bien pas? Et pour connaître également l'évolution de l'enfant, pour connaître est-ce que nous sommes en bonne santé, est-ce que nous devons porter l'enfant jusqu'à l'accouchement? C'est pour voir la position de l'enfant, si la position est bonne ou mauvaise. Par exemple, moi je souffre de maux de ventre, raison pour laquelle je suis venue pour que le docteur me consulte. Partout dans les hôpitaux, les femmes se précipitent pour se faire consulter. Mais la question est celle de savoir si celles-ci respectent les différentes étapes de la consultation prénatale. Premièrement, c'est d'abord l'interrogatoire. On interroge la femme par rapport à son passé, par rapport à tout ce qu'elle a connu comme pathologie antérieure, susceptible d'émailler le déroulement de la grossesse. Et puis après cet interrogatoire, on passe à l'examen clinique. On l'examine physiquement pour voir est-ce qu'il n'y a pas d'autres pathologies, d'autres facteurs de risque qui pourront entraver le déroulement de la grossesse. Et après cet examen, on a tout un faisceau d'arguments qui nous permettent de demander un bilan prénatal. Dans d'autres cas, les sages-femmes, médecins et gynécologues se retrouvent face à des situations compliquées. Mais que faut-il faire? Il y a beaucoup de femmes qui ne viennent pas à la consultation prénatale, vous la recevez que pendant le travail. Et vous voyez ce que ça donne en termes de charge. Parce que c'est en ce moment que vous êtes appelé à faire tous les bilans essentiels. C'est en ce moment que vous courez derrière les résultats. C'est en ce moment que
certaines préventions n'ont pas été faites. Et la plupart des cas, quand elles arrivent comme ça, elles n'ont pas suivi de consultation prénatale, elles arrivent déjà, c'est avec des morbidités énormes. Elle peut être anémiée, quelquefois c'est une présentation vicieuse, avec beaucoup de problèmes déjà que vous êtes appelé à gérer au jour de consultation, alors que c'est des choses que vous aurez dû prendre en charge pendant la consultation prénatale antérieure. Ça arrive, malheureusement, on ne sait pas pourquoi ça arrive comme ça, mais la plupart qui arrivent, nous, qu'est-ce qu'on fait? On est obligé à les prendre en charge avec toute la charge que cela peut impliquer. Prévenir vaut mieux que guérir, car donner la vie, c'est la meilleure des choses qui puissent arriver dans un couple, surtout quand il se déroule dans de bonnes conditions. Prévenir vaut mieux que guérir. Merci Atarum pour ce magnifique reportage. Madame Koutou, vous êtes sage-femme. Oui. Est-ce qu'on est obligé d'aller se faire consulter, de faire la consultation prénatale? Effectivement. Parce que la consultation, elle est une consultation spécifiée pour les femmes en grossesse. Oui. Et elle est très importante parce qu'elle permet d'abord le bon déroulement de la grossesse, c'est-à-dire que l'évolution de la grossesse dès le début jusqu'à la fin et entraîner un accouchement dans de très bonnes conditions. Si seulement la femme vient à la consultation comme il se doit. Parce que la sage-femme sera amenée d'abord à dépister, d'abord à confirmer la grossesse, à confirmer la vitalité du fœtus. Parce que quand une femme se présente, elle dit qu'elle est en grossesse, il faut qu'on lui confirme la vitalité de l'enfant. Parce que l'enfant peut-être déjà la grossesse est peut-être déjà arrêtée. Là, on ne sait pas. Donc, il faut confirmer cela. Et il faut aussi chercher à écarter certaines maladies qui peuvent aussi jouer sur la grossesse et sur la santé de la maman. Par exemple, le paludisme. Ça semble être une maladie simple, mais c'est une maladie qui peut rendre la femme anémiée. Et comme le fœtus et la maman utilisent le même sang, alors ça fait que l'enfant peut même être petit de poids. On dit hypotrophie fœtale. Donc il faut écarter cette maladie par exemple. Et on cherchera encore à faire autre bilan comme nous venons d'écouter tout à l'heure, c'est-à-dire que le VIH par exemple, c'est une maladie qui peut se transmettre de la mère à l'enfant. Oui. Donc si la femme est prise en compte pendant la consultation prénatale, ça fait que le bébé a moins de possibilités de contracter le VIH. Et là aussi, il y a certaines autres maladies comme la toxoplasmose, les rubéoles, qui peuvent aussi faire des malformations congénitales. Et on écartera d'abord ces maladies qui peuvent nuire à la santé de la femme. Et il faudrait aussi produire des soins préventifs, par exemple contre les tétanos. C'est des vaccins en général? Les vaccins, oui, contre le tétanos, qui peut aussi aider déjà à ce que le bébé soit aussi déjà immunisé. Si la femme a été vaccinée, l'enfant n'aura pas le tétanos néonatal, par exemple. Et il faut aussi donner des préventions pour le paludisme, comme je venais de dire, et puis l'anémie, déparasiter la femme, parce qu'il y a certains vers qui sucent aussi le sang. Ça peut faire que la femme soit aussi anémie ou bien mal nourrie. Bon, on a la chance aussi sur ce plateau parce que ce sont des femmes, mais pas n'importe quelle femme, c'est des femmes aguerries, on va dire, qui sont déjà passées par ce chemin. Oui, quand j'ai vu l'hôpital de Sœurs, ça me rappelle quand je venais faire des consultations prénatales. Il y a combien d'années? Il y a plus de 20 ans. Donc c'est... Est-ce que vous avez suivi normalement tout ce qui a été dit, les vaccins, ça a été... J'ai suivi normalement parce que quand tu as à côté les parents qui te donnent des conseils,
tu es obligé de suivre ça normalement jusqu'à l'accouchement. Et après l'accouchement, je n'ai pas eu de problème. Madame Kimala, la consultation prénatale permet de détecter les maladies et ses complications chez une femme enceinte. Et vous êtes passé par là, on va dire. Est-ce que vous avez rencontré déjà des femmes qui n'ont jamais voulu se faire consulter? Parce que ce sont des cas qui arrivent. Pourquoi pas? Il y a certaines femmes, dès qu'elles prennent la grossesse, elles ne se présentent pas. Elles restent à la maison, elles tombent malades avant de se présenter à l'hôpital. Et dès qu'elles se présentent, c'est que c'est l'urgence des urgences. Parce qu'à la fois, vous êtes aussi sage-femme. Vous vous entourez souvent de jeunes femmes ou bien jeunes filles que vous essayez de les sensibiliser à se faire consulter normalement? Oui, puisque on fait toujours une sensibilisation. L'information, on les éduque, on leur parle comment cette grossesse va se dérouler jusqu'à l'accouchement. Oui. Puisque chez les primipares, les filles qui n'ont jamais accouché, il faut toujours leur préparer comment accueillir leur bébé. Tony. La santé, c'est vraiment bien, je sais pas. Mais il y a des filles, on peut donner l'argent, elle peut aller, bon, je sais pas, une fois arrivée à la maison, quand on lui donne les médicaments, elle n'aura pas le courage de prendre parce qu'elle a peur, je sais pas. Bon, je ne sais pas quel conseil qu'on peut les donner. On peut profiter, ça peut m'aider. Voilà, la sage-femme va vous répondre. Vous avez rencontré, c'est votre soeur Non, c'est ma copine. À l'heure actuelle, oui. Elle refuse de consommer, oui. Tous ces médicaments, je paye, mais elle ne veut pas consommer en tant qu'était. Oui. Et qu'est-ce que vous lui dites à la maison? Bon, je sais pas. Elle me dit non, elle veut sirop. Je dis mais sirop, là, quand tu pars là-bas, on te précise, on donne des autres en poudre. Ça, je sais pas comment dire. Sirop comme chez un enfant, elle a du mal à avaler les compris. Bon, je pense que Tony a besoin d'un soutien. Si seulement la femme ne prend pas des produits, on lui a donné pour un problème bien donné, et elle ne prend pas ces produits, ça veut dire que ça va entraîner cette maladie, que peut-être ça va aussi jouer sur sa santé ou bien sur la santé de son enfant. Donc il va falloir coûte que coûte qu'elle prenne ces produits, et c'est à la consultation prénatale. Parce que quand on prend une femme en consultation prénatale, comme je disais, au moment de l'IEC, on leur fait savoir pourquoi tu dois prendre tes produits, parce que ces maladies ont telle conséquence, telle ou telle conséquence. Et on les éduque également à faire de l'hygiène corporelle, l'hygiène vestimentaire, l'hygiène alimentaire. Qu'est-ce qu'elle doit manger? Parce que maintenant, comme vous le dites... Dans son cas, le cas il est assez précis, oui, assez précis. De sa... Parce qu'il y a certains aliments que la femme en grossesse, la future maman ne doit pas manger, par exemple. Là aussi, il faut qu'on le sache, parce que si de nos jours, les filles aiment manger tellement des aliments très acides, ça peut aussi réveiller des gastrites. Alors, on va passer à la troisième rubrique, style de vie. La pose des ongles. Suivez ce reportage. Pour être présentable et se faire apprécier des hommes, les femmes utilisent tous les moyens pour parvenir à un résultat satisfaisant. De plus en plus, le naturel fait place à l'artificiel. La pose de ces faux ongles en est une illustration parmi tant d'autres. La femme, c'est la femme, disent certains. C'est un être qui aime tout ce qui est beau, quel que soit le prix à payer. Cela dit, les femmes sont conscientes que les faux ongles abîment les ongles naturels. Mais c'est la fin qui justifie les moyens. Il existe plusieurs qualités de faux ongles.
Ça aussi c'est le transparent, mais ça vient pointu. Ça c'est le bobo jaune. Et ça c'est pour les ongles franches avec. Surtout c'est les maris qui font ça. La pose de ces faux ongles obéit à toute une procédure. Il faut bien nettoyer les doigts avant de les poser. C'est à l'aide du gel, de la colle simple ou du superglue que les faux ongles sont fixés sur les ongles naturels. Les faux ongles me plaisent beaucoup parce que si je ne fais pas, c'est comme si je ne suis pas belle. C'est pour cela que j'aime beaucoup les faux ongles. Et ça ne vous fait pas mal? Non, au début si, mais maintenant je suis déjà habituée avec. Là c'est après combien de semaines que vous allez enlever? Je garde jusqu'à 1 mois même. Et vous êtes à l'aise dedans? Oui, à l'aise là même. Certes, les faux ongles permettent d'avoir des mains et des pieds bien soignés et séduisants. Mais n'oublions pas les risques auxquels nous sommes exposés. Je pense qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas s'en passer. C'est signé, c'est accordé. Oui. Ils aiment quand les doigts soient propres, quoi. Ouais. Donc c'est ça. Mais il y a qualité et qualité des ongles. Ça dépend aussi des cols. Il y a 3 qualités de cols. Il y a les fausses cols, quand tu places avec, d'ici 2 semaines, tu vois, ces doigts s'abîment. Donc ça dépend, on sait comment faire. Mais il y a aussi des traitements qu'on fait. Et c'est conseillé quand tu places les faux ongles, après un mois, quand tu enlèves, tu te reposes d'abord, tu laisses au moins 1 semaine. Ça passe, donc on met juste le vernis simple. Après 2 semaines, tu peux venir placer. Mais si tu exagères, ça va abîmer vos ongles. Vous avez dit tantôt que vous mettez aussi les faux ongles. Non, vous, hommes. Bon, je peux dire, je mets à ma copine, quoi. Comme ses doigts, ça m'appartient déjà en 10 ans. Donc vous avez changé de discours. Oui. Vous êtes sûr qu'il ne vous est jamais arrivé de mettre les faux ongles là, à vous-même là? Non, j'arrange, je fais juste des brillants, quoi. D'accord. Pour arranger mes doigts et puis ça marche. Ça nous rassure plus. Hein. Oui, merci. Ça vous arrive de mettre aussi? Non, moi je n'ai jamais mis ça. Parce que les mains sont tout le temps trempées dans le karité. Même les vernis, je ne les mets jamais. Donc, il suffit seulement que je nettoie les ongles et puis c'est tout. Ouais. Donc chez vous, mais pour entretenir les ongles, moi j'utilise l'huile de ricin. Et là, ça fait pousser les ongles naturellement. Ouais. Mais vous mettez ça comment, l'huile de ricin? Non, la nuit, il faut masser les ongles et puis tu dors. Et le matin, tu peux travailler, mais c'est un travail. Il faut faire ça chaque nuit. Et ça durcit les ongles et puis ça fait pousser les ongles. Là, c'est les femmes qui veulent avoir les ongles longs. Mais moi, ça ne m'arrange pas parce que avec le travail que je fais, il faut couper tout le temps et ne pas mettre aussi de vernis. Mais est-ce que vous avez déjà utilisé une fois l'huile de ricin? Comme d'habitude, on a l'habitude d'utiliser du suceur. Il y a 3 qualités. Mais avec les faux ongles, je pense qu'il y a moins de femmes qui cherchent à pousser leurs ongles de façon naturelle. Beaucoup même. Ah. Beaucoup veulent les longs ongles, donc c'est un peu ça. On sait comment utiliser. On peut placer des ongles après 1 mois, après avoir levé, tes ongles poussent et on va traiter directement, tu trouves tes ongles naturels et puis si longs et puis c'est tout. Est-ce qu'il y a des moments où c'est pas un peu exagéré? On voit quand même, comme on vient de voir à l'image là, c'est quand même super long. Chacun a son choix. C'est vrai. Et chacun a son goût, donc on est obligé d'obéir à la cliente. Mais non, on ne manque jamais de donner des conseils. Mais il y a des autres qui obéissent, il y a des autres qui refusent, qui se sont mes doigts, tu fais, on est obligé. C'est comme disait Roland tout à l'heure dans le reportage que la beauté à tout prix. Donc l'essentiel, c'est la finalité qui compte. Donc voilà. Et vous? Je n'ai jamais utilisé les faux ongles. Vous voulez que je vous amène au salon? On va vous mettre quand même un peu les faux ongles. Il est là. Non, le soir, on peut le faire. Hein. Je n'ai jamais utilisé les faux ongles. Mais on va essayer quand même. Non. Non. Si c'est vernis simple, je peux vous offrir ça gratuitement. Les vernis, j'utilise au moment où il y a la cérémonie de joie. Là, je peux mettre les vernis. D'accord. Oui, tel que le mariage, ça, je mets les vernis. Puisque même les vernis que j'utilise, je sens que mes doigts ne respirent pas.
c'est ça. Ah. Comment vous sentez que vos doigts ne vous respirent pas? Ça ne respire pas. Ça fait comme corps étrange. Ça devient lourd. C'est une question d'habitude. Vous voyez, ça devient lourd. Oui. Je ne sens pas la respiration. D'accord. Oui. Ah, j'ai tellement envie qu'une jeune femme soit là sur le plateau pour dire non, mais je respire très bien. Vous avez mis aussi notre sage-femme. Non, non, non. C'est contre-indiqué même pour la sage-femme. Ah ouais? Oui, oui. Par rapport aux accouchements? Par rapport aux accouchements, par gants. rapport au port de gants. Oui. S'il y a des encres, on peut même percer le gant et blesser la femme. Pendant le toucher sérieux quand même. Pendant le toucher vaginal, par exemple. Oui. Donc c'est vraiment contre-indiqué. D'accord. Mais ça ne vous dérange pas qu'on tienne compte du côté esthétique que les femmes mettent les faux ongles? Ça dépend de quiconque veut, selon son style. Oui. Moi, je n'ai jamais aimé que mes... Bon, je ne sais pas parce que j'ai commencé... Il y a aussi l'influence de votre métier. La carrière, peut-être. Oui, c'est ça. Sinon, hygiéniquement même, je crois que c'est pas avant. Hein. Alors, nous allons passer à la dernière rubrique, Entre nous. Bon, l'infidélité des femmes n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'une femme infidèle, elle peut avoir des maladies et venir contaminer son mari. Et une fois contaminé son mari, même les enfants peuvent être malades. Prenons par exemple le sida. Si une femme n'est pas malade et qu'elle sort, elle part chercher dehors, elle peut avoir le sida et venir contaminer son mari. Et les enfants seront aussi positifs. C'est pas bien. Mais c'est le péché, c'est la chute, donc c'est les conséquences logiques. De nos jours, il y a beaucoup de choses qui favorisent l'infidélité. D'abord, les hommes sont trop occupés, ils ne sont pas près de leurs femmes à tout moment. De deux, il y a beaucoup de femmes qui sont libres. Donc les hommes, là, ils meurent vite ou bien ils cherchent du travail très loin. Et puis, ils ne sont pas toujours proches de leurs femmes. Et là, une femme qui est excitée, une femme qui est trop éveillée, donc elle ne peut pas attendre son mari. Et de nos jours, il y a aussi, disons, la prolifération vraiment du péché. Donc les téléphones, les quoi excitent les gens et puis les gens sont toujours vraiment excités à faire la relation sexuelle avec quelqu'un d'autre. Je pense que c'est, vu le nombre de femmes qui dominent celui des hommes ici au Tchad, cela fait en sorte qu'il y a beaucoup de femmes célibataires dans la ville et du coup il y a des hommes qui ne peuvent pas se contenir seulement d'une seule femme en fait. Donc ils cherchent toujours à voir dehors. Il y a des femmes qui disent non, mon homme ne me suffit pas, parfois c'est à cause de l'argent et tout ça quoi. Les femmes regardent ce que les autres ont dehors et si leur homme ne peut pas les satisfaire, elles sont obligées de sortir pour aller. Moi je trouve que cela n'est pas une bonne chose en fait. Par exemple au lit, si ma femme ne me satisfait pas, ça peut me pousser à aller voir une autre. On dit d'habitude c'est le deuxième bureau. Mais aussi il y a les femmes qui sont vraiment infidèles. Je ne sais pas, il y a question des finances qui s'impose aussi parce qu'un homme qui ne peut pas subvenir aux besoins, au minimum des besoins de sa femme, elle peut sortir, aller voir ailleurs. Elle peut aller chercher de l'argent pour subvenir à ses petits besoins, mais aussi de façon physiologique, de façon aussi, je ne sais pas, biologique. Il y a des femmes, des femmes et des hommes qui sont naturellement infidèles. Des femmes infidèles parce qu'ils disent souvent, moi je pose cette question à mes soeurs ou bien à d'autres filles qui sont là. J'ai dit pourquoi vous êtes infidèles? Ils dit oui parce que mon mari ne me satisfait pas. Parce que mon mari sort, il revient, il ne me satisfait pas. C'est pourquoi moi aussi si je sors et que je trouve les gens qui sont heureux, qui veulent de moi, j'accepte. Il y a des femmes infidèles, il y a des hommes aussi infidèles. Donc l'infidélité en tant que telle, c'est pas bien. Même dans la Bible, c'est pas bien. Parce que là, si on voit bien dans la Bible, Jésus a pris, ils ont pris une femme qui vivait dans ce genre de vie et Jésus a dit ne répète pas cela. Parce que là, je te libère, mais ne répète pas cela. Donc la Bible a condamné. Je pense que le Coran aussi a condamné. Donc c'est pas bien de vivre dans une vie de la sorte. Surtout avec la maîtresse. Ce n'est pas... moi, je te conseille. Parce que la maîtresse, tu ne connais même pas son objectif. C'est de venir te piller. Ça, moi, je te conseille. Il y a des hommes aussi qui sont infidèles. Les hommes, là, je vois comme si c'est inné en eux, comme ça. Ils sont toujours infidèles. Ce n'est pas facile de trouver un homme fidèle de nos jours.
infidèle. C'est inné, là. C'est chaud. Bon, les avis restent partagés. Hein. Il y a un qui dit, j'ai bien aimé le deuxième intervenant aussi, hein. Il dit que c'est une chute. Tony, par moment, on essaie, non, d'être un peu infidèle quand même. Ça là, ça arrive à tout le monde. Ça, sérieux, ça arrive. Ça arrive à tout le monde. Elle vous regarde, hein? Ça arrive à tout le monde. Parce que tu peux arriver à la maison tantôt, si ta femme t'énerve directement. Tu t'énerves, tu sors, tu dis tu vas aller prendre un pot du genre, on ne sait jamais. Et une fois en prenant une, ça arrive 2, 3. Et quand tu trouves un autre qui te fait oublier des soucis, tu peux en profiter. Donc c'est ça. Je disais tantôt que votre fiancé est en train de vous suivre. Non, je sais. Vous avez... Mais j'ai dit la vérité. Ça, c'est clair. Oui. Bon, le mieux, c'est quoi? Mieux, s'il y a quelque chose, on peut attendre pour parler. Comme d'habitude, moi, je n'ai pas l'habitude de trop parler. S'il y a quelque chose, je garde à moi. Mais si je vois, quand tu es énervé, je ne te parle pas. C'est après avoir fini, quand tu as fini, quoi. Moi, je mets ma part à terre. On va discuter pour arranger. Mais si je suis en colère, tu es en colère, on ne va jamais s'entendre. Si je m'énerve, mieux tu te calmes. Mais si je m'énerve, tu t'énerves, là, moi, je vais partir. Je décale d'abord avant de revenir. Mais peut-être quand je décale, on ne sait jamais. Donc, c'est un peu ça. Madame Coutou. Moi, je dirais qu'il y a certaines personnes qui semblent... pratiquer l'infidélité sciemment comme ça. Il y a certains hommes qui ont de très très belles femmes à la maison. De très jolies femmes, des femmes propres, ils font tout. Mais ils sont, je dirais, comme des coureurs de jupons. Ils veulent goûter ici, là-bas. C'est comme s'il y a quelque chose d'étrange ailleurs. Alors que c'est les mêmes femmes. Ça veut dire que vous rejoignez tout à l'heure la personne qui disait que c'était inné chez les hommes. Ce n'est pas seulement chez les hommes, il y a des femmes aussi infidèles. Donc c'est pourquoi je disais qu'il y a certaines, l'infidélité, c'est comme s'il y en a dans leur sang et puis ils vivent avec, ils veulent toujours chercher mieux ailleurs. Ici au Tchad, avec la situation qui s'est encore trop dégradée là, ça s'est plutôt amélioré. Parce que les hommes n'ont pas assez de moyens pour rester longtemps dehors. Et pour certaines femmes, c'est comme si c'est une maladie comme ça. Il y a des femmes naturellement infidèles. Donc, je ne sais pas. Je pense que l'aspect économique joue quand même. Tony, vous pensez la même chose? Si. C'est vrai, c'est parce que la femme, ça demande de l'entretien aussi. Hein. Oui. Mais il faut inverser aussi. Si tu n'as pas, la fille va se monter laisser, c'est obligé. Donc, de nos jours, non, c'est comme ça. Au moins, si tu la satisfais de tous côtés, quoi. Chaque fois, il faut savoir comment reconquérir dans les petits mots, les petits gâteaux, les petits cadeaux, ce qu'elle a besoin pour ne pas être riche dehors. Parce qu'elle va aller guetter dehors, sa copine a quelque chose et elle n'a pas, elle te demande chaque fois, j'ai pas, attends, des petites promesses et tu n'arrives pas à gérer. C'est aussi impossible. Donc on est obligé de se battre pour faire de mieux. Et voilà, nous allons nous détendre un peu en musique.
Retour sur le plateau de votre émission Nous les femmes. Et c'est fini aujourd'hui. Je rappelle que j'étais sur ce plateau avec Madame Gekajita Désiré, qui est la directrice de Biocadi, qui est une entreprise qui évolue dans la transformation des produits locaux, naturels. Ensuite, Madame Kimala Albertine, nous avons échangé sur l'infidélité. À ma gauche, c'est notre sage-femme Koutou Kaling qui persiste, qui est une sage-femme. Vous travaillez à l'hôpital de Farsha, c'est ça? Oui. D'accord, on passera vous voir bientôt pour les consultations. Okay. Ensuite, le seul monsieur, l'unique, qui nous a fait l'honneur ce matin d'être avec nous, c'est Tony Manga, qui est esthéticien. Merci. On passera pour les ongles. Ok, merci, je vous attends. Calez le rendez-vous. Ok, pas de souci. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour votre émission Nous les femmes d'aujourd'hui. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez une très bonne suite de programme sur Téléchat et on se donne rendez-vous la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Intima